domaine du Katori. Cette présentation, finalement, elle n'engage que moi. En tout cas, je vais essayer d'être le plus fidèle à l'objectif qui est le mien aujourd'hui, de vous raconter une petite histoire du Katori. Alors, d'abord, quelques généralités. Donc, tout d'abord, sur les petites différences, histoire d'un petit peu de cadrer cette présentation, la différence entre les Koryu et les Gedan Budo. Donc, très clairement, dans les arts martiaux japonais, il y a une distinction qui doit être faite entre les Koryu, les écoles classiques, et les Gendai Budo, les écoles dites modernes. Hein. On est plutôt dans la voie, dans le dos. Et là, on retrouve effectivement que la plupart des arts martiaux de ces écoles modernes, elles proviennent de branches anciennes qui étaient pratiquées jadis par les samouraïs. Alors, l'exemple que vous connaissez bien, c'est l'aïkido, 1920, Yushiba Morie, qui vient du Daito Ryu. La partie judo, Jigoro Kano, lui, c'est la Teishin Shinyu Ryu et Kito Ryu. La partie karaté, au niveau, pareil, début du XXe siècle, c'est Sorei Ryu et Sorin Ryu. Le kendo, 1920. Qui venait un petit peu des vieilles écoles de pratique en Bogu. Et puis une école qui est assez récente, finalement, c'est le Seteyai, 1969. Finalement, c'est la compile de 3 écoles de Yaijutsu différentes et qui a donné naissance à ce Seteyai. Alors, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui quelque part un Ryu? Donc un Ryu, avant tout, c'est un aspect quelque part temporel et de lignée. Alors, la grande différence qu'on va retrouver, c'est vraiment ce principe de lignée où on va avoir une succession de maître à maître, ou éventuellement, enfin, de génération en génération, rarement d'élève à élève, mais vraiment plutôt de père en fils. Et ça c'est valable jusqu'à avant 1868. Donc 1868, c'est le début de la période Meiji. Donc tout ce qui est avant 1868, on considère que c'est un Ryu. Tout ce qui est après 1868, on va considérer que c'est un Gedan Budo, donc une voie, un do. Et on veut pour preuve, c'est qu'à cette période-là, a été promulguée certaines lois, notamment en 1873, qui vont interdire l'interdiction aux samouraïs de porter le katana en extérieur, et qui finalement va sonner le glas des grandes écoles de samouraïs, parce que traditionnelles. Ensuite, au-delà de ça, il y a un aspect géographique. Les anciennes écoles sont souvent originaires d'une province ou d'une période historique bien particulière. Et clairement, la connaissance du contexte culturel, de la topographie, éventuellement de l'histoire de cette école, va contribuer à la compréhension de la pratique et de la nature des armes, voire des techniques utilisées. Ce qui est rarement le cas dans les écoles modernes, forcément, parce que trop proche de nous. Ensuite, le quatrième point, c'est l'Okuden. Donc l'Okuden, d'ailleurs, il y a un très bon article dans Yashima il y a à peu près un an, là, de juillet 2020, là, qui parlait de ça. En fin de compte, dans les écoles anciennes, on va retrouver une partie secrète du programme et qui est plutôt accessible après de nombreuses années de pratique. Une école moderne, elle va vraiment s'appuyer sur l'ouverture et le partage des connaissances. C'est-à-dire qu'on ne garde rien. Dès le début, l'enseignant va être généreux dans ses connaissances. Ensuite, un autre point, c'est les grades, de façon très simple. Aujourd'hui, dans les écoles modernes, on parle de Dan, qui viennent principalement du judo, alors que dans les Koryu, normalement, on est censé utiliser le système des licences Menkyo. Alors, les licences Menkyo, de façon très générale, il y en a trois niveaux. Il y a les Zokuiri, qui est le premier niveau, le Mukuruku, et enfin le Menkyo, avec le célèbre Menkyo Kaiden. Donc le Menkyo Kaiden, c'est la plus haute licence qui existe. L'avancement dans ces licences, elle n'est pas forcément déterminée par le nombre d'années de pratique, mais plutôt de la maîtrise de la discipline. Techniquement, Mokuruku, c'est une discipline technique. Munkyo, c'est une discipline à la fois technique, mais aussi dans l'esprit de l'art. Mais il faut quand même penser que le Menkyo Kaiden, aujourd'hui, il faut au moins une trentaine d'années d'expérience pour pouvoir l'obtenir, sachant que traditionnellement, le détenteur de ce Menkyo Kaiden était souvent le successeur de l'école. Pour une meilleure lisibilité aussi aujourd'hui de nos écoles anciennes, il y a de nombreux Kuryu qui utilisent les grades Kyudan dans leur système Menkyo. Alors à la fois les deux, et parfois tout simplement, ils n'utilisent plus le système Menkyo, mais uniquement le système des Dan. C'est quand même difficile aujourd'hui de trouver des équivalences entre les Menkyo et les Dan. Et enfin, le dernier point, c'est l'enseignement. Dans les écoles d'arts martiaux modernes, l'accent il est quand même mis sur une pratique qui est standardisée. C'est un petit peu ce qui est recherché. Globalement, il n'y a qu'un seul judo, il n'y a qu'un seul kendo. Alors, on peut toujours discuter, il peut y avoir toujours des différences, mais globalement, c'est ce qu'on attend. Il n'y a pas de forme standardisée dans les ryu. Aujourd'hui, si vous pratiquez du kenjitsu,
ça ne dit pas grand-chose en soi si on ne connaît pas l'école dans laquelle vous pratiquez. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu dans la partie histoire et tradition. Donc globalement, hein, je ne suis pas spécialiste de l'histoire du Japon, mais dans le Japon du XVe siècle, il y a de nombreux conflits d'intérêts et de révoltes, hein, notamment dans la province du Kanto, hein, qui n'échappe pas à ça, notamment en raison du caractère assez violent de son administrateur de l'époque, hein, Ashikaga Moshiuchi. Cela va provoquer de profonds mécontentements des vassaux et va entraîner de nombreuses révoltes et batailles. Et finalement, on a un jeune samouraï, hein, qui s'appelle Shwazai Yano, qui est au service du clan Shiba et qui va participer à de nombreuses batailles en gagnant finalement une certaine réputation lors de ces différents combats, qui feront même de lui un moment le maître d'armes du shogun Ashikaga Yoshimasa, hein, qui est le shogun de Kyoto. Mais assez rapidement, il va être lassé de ces troubles politiques et va prendre ses distances dans un premier temps avec le clan Shiba, quelques années avant leur chute en 1455. Et ce qui va nous amener, lui finalement fatigué par ces guerres, il va aussi prendre une certaine forme de distance avec sa propre famille et va se retirer près du mont Ukemi, tout proche du sanctuaire de Katori Shingu. Et c'est à l'âge de 60 ans qu'il va décider de se retirer au sanctuaire pour une retraite de 1000 jours. Alors ça fait vraiment partie de la tradition japonaise. Et durant cette période exclusivement consacrée à la pratique martiale, il va avoir une vision sous la forme d'un jeune homme qui va lui tendre un ouvrage qui s'appelle Eio Shinsho. Il va lui prédire qu'il serait l'instructeur de tous les escrimeurs du Japon. Voilà. Et à la suite de cette vision, Shwazai Yano va créer son propre style, qu'on nomme aujourd'hui la Teishin Shoden Katori Shinto-ryu. Donc Teishin qui est l'indicateur d'origine divine, hein, de ce temple de Katori, hein, donc offert par les dieux. Ryu, une école ancienne, qui a été créée proche du sanctuaire Shinto de la ville de Katori. Alors, dans cet aspect géographique, et là vous avez sur la carte, vous voyez bien la province de préfecture de Shiba et la région du Kanto. Hein, la région de Kanto est un peu plus large autour de cette province. Et puis le fameux temple de Katori, donc un sanctuaire shintoïste situé dans la ville de Katori, préfecture de Shiba. Et c'est un sanctuaire référent, c'est-à-dire que c'est un sanctuaire, on va dire chef quelque part. Et il a à peu près 400 autres sanctuaires sous sa responsabilité, principalement dans cette région du Kanto. Le deuxième grand temple comme ça qui est connu, c'est celui de Kasumi. Alors on va aborder la partie lignée. Alors la partie lignée, elle est assez intéressante. Donc bien sûr, on retrouve dès le début de la lignée Isashi Shwazai Yano, hein, qui est le fondateur de l'école, avec finalement en théorie une lignée qui bascule de père en fils, et avec le Soke, hein, donc le responsable de l'école, qui est aussi le Shihan, qui est aussi l'enseignant référent. Et ce qui va se passer à la 18e génération, c'est que Morisada, il va mourir en 1898 à l'âge de 59 ans, et le pauvre vieux, il n'a pas réussi à avoir d'héritier mâle, et donc ça va casser un petit peu cette chaîne filiale. Et donc pour pallier à ça, ils vont décider de faire un collège de 8 experts, donc de 8 Shihan et d'un Soke. Et donc pendant une vingtaine d'années, ça va être dirigé de façon collégiale, mais il va y avoir un petit souci dans le sens où les Shihan n'ont pas forcément la même pratique. C'est-à-dire qu'ils ont chacun un petit peu leur style, leur propre forme de corps. Et donc ça va forcément influencer leurs élèves. Et puis ce qui va un petit peu aggraver les choses, c'est que le Soke, qui avait été désigné, il va non seulement pas arriver à unifier cette pratique, mais en plus il va décéder en 1918. Et entre 1918 et 1929, finalement pendant 11 ans, c'est un petit peu les 8 Shihan qui vont un petit peu régner sur la pratique du Katori. Et c'est seulement avec un mariage d'une des filles de Morisada que le professeur Kinjiro va devenir le 19e Soke, et on va revenir un petit peu dans une certaine forme de norme dans cette lignée. Mais pour autant, à partir de ce moment-là, on a laissé la porte ouverte finalement à des pratiques qui peuvent être un peu différentes, qu'on pourrait appeler aujourd'hui des courants différents. Alors les courants ou les familles, voilà, hein, on les connaît. Alors moi je les définis comme étant 4 familles, hein. Certains diront 2, certains diront 3. Moi j'en estime qu'il y en a 4 aujourd'hui. Bon, celle qui est au Japon la plus traditionnelle, c'est Ryusoke Otake. Ensuite on a Yoshio Sugino, Goro Takayama et puis Minoru Mochizuki. Ça me paraissait important d'en parler. Pourquoi ?
Parce que Mochizuki, aujourd'hui, je ne le présente pas comme étant effectivement un pratiquant de Katori, même si aujourd'hui il est titulaire d'un 10e dan, hein, mais bon, c'est quand même une référence dans le domaine des arts martiaux. Il y a dans de nombreux domaines, hein, ouais, 10e dan d'aïkido, jujitsu, karaté et autres activités type judo, kendo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du fait qu'effectivement son fils Hiro a créé le Yosekan Budo dans les années 60, enfin officiellement 75, et que c'est quasiment son père qui lui a donné toutes les connaissances dans ce domaine avec une méthode finalement qui est assez intéressante, dans une logique de technique de combat à main nue avec les armes. Ce qu'il faut surtout retenir pour nous, c'est que c'est Minoru Mochizuki qui va introduire, à travers notamment les voyages de son fils, le Katori en France dans les années 50. Et que le premier ouvrage qu'on va avoir sur la question, c'est un ouvrage qui date de 1971 aux éditions Cedirep. C'est un petit bouquin d'une cinquantaine de pages, on en trouve quelques photos, on ne peut pas en déduire le déroulé complet des katas. Mais finalement, on se rend compte que les traductions ne sont pas forcément très bonnes parce qu'on parle non pas de Katori Shinto-ryu dans ce bouquin, mais on parle de Katora Shindo-ryu. Voilà, c'était vraiment les prémices de l'école. Et dedans, on retrouve Hiro Mochizuki qui fait quelques présentations. Et j'avais lu qu'à l'époque, lui-même disait qu'il n'avait appris, son père lui avait appris qu'un seul kata de Naginata. La deuxième famille qu'on va retrouver, c'est la famille Katori Otake. Donc Otake aujourd'hui, qui est né en 1926, donc c'est quelqu'un qui est plutôt jeune. C'est le shian actuel de l'école de la Teishin Shoden Katori Shinto-ryu. Le courant Otake, pendant très longtemps, ils sont restés un petit peu confinés au Japon. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas, ils protégeaient un petit peu ces connaissances. Et puis, ils se sont ouverts petit à petit vers l'extérieur. Donc, ils ont ouvert quelques écoles dans différents pays. Bon, c'est vraiment ce qu'on appelle, on pourrait au propre comme au figuré, un petit peu les gardiens du temple. Et eux, ils se doivent vraiment de rester dans une structure dite traditionnelle. Il n'y a pas de système de couleur, de ceinture ou d'autres innovations du genre. Et les élèves vont jusqu'aujourd'hui signer ce qu'on appelle le Kepan, qui est signé de son propre sang, un contrat moral vis-à-vis de l'école. Bien évidemment, on est dans une certaine forme de lignée parce que Nobutoshi Otake, c'est le fils aîné de Rizuko Otake, donc c'est normalement lui qui devrait prendre la succession. Pour autant, il y a aussi des scissions, des désaccords au sein de cette école traditionnelle. Et Sukata Sugawara Sensei, qui lui est de 1941, qui est aussi 7e dan d'Aikido, il a commencé avec Otake en 1975. En 1986, il va aussi obtenir le Menkyo Kaiden, plus une licence de Kyoshi. Et pour la petite histoire, c'est lui qui va être l'éditeur des fameux triptyques des ouvrages Le Sabre et le Divin. C'est lui qui va les produire. Bon, pour autant, à un moment, ils ne se sont pas forcément entendus sur la façon de faire. Donc il y a eu une scission. Sugawara, il a été exclu de l'école. Et aujourd'hui, il continue à enseigner au Japon. Il pratique l'aïkido, bien sûr le Katori, mais dans pas mal de pays étrangers, Espagne, États-Unis, Finlande, Philippines, Suède, Malaisie, Russie et autres, Bulgarie ou Corée. Il dispose de pas mal de représentants à l'extérieur, notamment aux États-Unis. Et puis son élève le plus ancien, qui est chef un petit peu de pas mal de dojos, c'est un sensei qui s'appelle Mark Jones. Ensuite, dans l'autre famille des Katori, on arrive sur le courant, on va dire, quelque part, Sugino Yoshio, donc Sugino 1904-1998. À la base, c'est un professeur de judo. Et c'est vraiment Jigoro Kano qui va l'inciter à aller découvrir le Katori et l'aïkido. Je ne vais pas développer ça ici, mais c'est une période qui est super intéressante, où je pense que Jigoro Kano était particulièrement influent dans le domaine des arts martiaux. Et donc, ce qui va amener dès 1930, Sugino Yoshio, il va abandonner le judo, il va se consacrer complètement au Katori et à l'aïkido. Et ce courant, il existe aussi parce qu'à une certaine époque, on s'est inquiété de la survie de l'école, parce qu'à force à trop vouloir rester secret, le problème c'est que si celui qui a les connaissances décède, on perd complètement l'école. Et il va même être incité à écrire un livre sur le Katori, donc un livre qui date de 1941. Que possède Mathieu d'ailleurs, voilà. C'est un très bon ouvrage. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un des courants aujourd'hui qui est le plus répandu parce qu'il se pratique en parallèle de l'aïkibudo. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent le katori aujourd'hui qui ont aussi commencé à un moment dans la partie aikibudo. Enfin, compte Sugino père, il a accepté la proposition d'Alain Floquet de pouvoir essaimer aussi cette pratique de la Teishin Shoden Katori Shinto-ryu à travers la pratique de l'aïkibudo. On est plutôt sur un système de Kyu et Dan, parfois sur certains
club, je pense, notamment chez les plus jeunes, hein, avec des ceintures de couleur. Ce qu'on peut peut-être noter dans la pratique de ce courant, c'est que les distances sont peut-être un peu plus grandes, avec des pauses sur certains passages et une vitesse un petit peu moindre que dans les autres styles. Ce qui est intéressant sur cette photo, c'est qu'on voit bien Yoshio Sugino en haut, son fils Yukihiro, Goro Takayama qui était bien son premier assistant et qui était principalement responsable des formations internationales. Et puis une photo sympathique, hein, du sensei avec des jeunes élèves, notamment Laurent Maléa, on voit aussi Alain Floquet, Didier Trut, enfin voilà, un certain nombre de Français qui étaient venus se former, à l'époque directement au Japon. Donc, qui est Sugino Sensei? Bon, en fin de compte, c'est comme je vous l'ai dit, un pratiquant de judo, quatrième dan, dixième dan de Katori, une autorisation de pratique de l'aïkido qui lui va être donnée directement par Yoshiba après la guerre. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dojo Sugino, il était quand même devenu en 1945-1946 là, le deuxième dojo de la branche Aikikai au Japon. Et il semblerait que même Yoshiba y allait au moins une fois par mois pour enseigner directement au dojo de Kawasaki. Concernant l'aïkido, Sugino a jamais eu de grade ni de certificat, parce qu'il semblait que le fondateur de l'aïkido à l'époque n'en décernait pas. Sugino aussi, c'est intéressant de savoir que c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup pour le cinéma japonais. Donc là, on a une photo qui est assez sympa. On y retrouve dessus en arrière-plan, je ne sais pas si vous voyez bien, là, on y voit Sugino avec sa petite barbichette là, cachée derrière le légendaire Toshiro Mifune. Hein. Et puis en veste blanche, vous avez Akira Kurosawa, hein, qui est le légendaire réalisateur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mifune, c'était aussi un étudiant de la Katori, hein, sous Maître Sugino. Donc là, vous avez les 5 films les plus connus où Sugino Yoshio a fait un peu partie de l'équipe de tournage et puis pour chorégraphier toutes les scènes de combat. Et on estime aujourd'hui que les plus grandes scènes et les plus emblématiques scènes de combat du sabre jamais filmées dans l'histoire du cinéma japonais eh ben, le sont grâce à Sugino Yoshio. Alors après 98, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a pareil, hein, comme un petit peu toutes les familles, il y a des histoires de famille. Et ben voilà, il y a une petite séparation entre Yukihiro Sugino, qui est le fils du sensei, et puis Goro Takayama, qui s'était particulièrement investi. Donc Sugino Yukihiro, bah, il a aussi le Menkyo Kaiden. Hein, il a commencé l'étude aussi du Katori très jeune, hein, dans le dojo de son père. Et puis le 20e Soke eh ben, lui a demandé de continuer à perpétuer l'enseignement de son père. Et parallèlement à ça, Goro Takayama, lui, va continuer à diffuser son enseignement un petit peu partout dans le monde, notamment en France et notamment auprès de Laurent Maléa. Alors, qui est Goro Takayama Sensei? Donc, il est né en 1928 et décédé en 2009. Bon, c'est quelqu'un qui, un petit peu comme tous les Japonais de l'époque, hein, va pratiquer le kendo et le judo parce que c'était une formation morale obligatoire. Ensuite, en 1945, avec son père, il va découvrir des pratiques de jujitsu, hein, notamment Kasumi Shinryu et Kiraku Ryu. Il sera deuxième dan. En 1958, c'est là où il va devenir élève, puis rapidement premier assistant de Maître Sugino. En 1975, il reçoit son Menkyo Kaiden des mains de Maître Sugino et il va être enregistré auprès du Soke, hein, Kinjiro, qui est le 19e Soke. En 98, comme je vous dis, pour des raisons d'éthique, bah, il y a une rupture hein, avec le dojo Sugino. Et puis il va enseigner dans son propre dojo à Kamakura. Et en 2009, il va décerner les licences Menkyo à certains de ses élèves, dont Laurent Maléa et Didier Roch. Qu'est-ce qu'on peut dire du style Atakayama hein, quand on compare un petit peu? C'est quelque part une version avancée du courant Sugino. En gros, on va se retrouver pour la partie kata plutôt dans le courant Sugino et la partie Yaijutsu et les distances plutôt dans ce que fait le courant Otake. C'est quelque part une recherche peut-être plus réaliste, notamment dans les distances et dans l'esprit d'un combat réel. Très clairement, la valeur de l'homme hein, a été reconnue par de nombreux pratiquants, et c'est pourquoi aujourd'hui il y a encore des dojos hein, qui conservent précieusement ce style et qui finalement survit à son auteur, hein, ce qui n'est pas toujours le cas pour un certain nombre de sensei qui ont disparu. Alors là, une photo aussi, peu de temps avant la mort de Takayama Sensei, hein, il a remis à certains enseignants étrangers un certain nombre de Menkyo. Ça devait être voilà, au mois de novembre 2009, et lui décédé le 8 décembre 2009.
Alors, dessus, on reconnaît Sergio Mortambiani, qui est professionnel et qui a son propre dojo. André Harré, pareil, qui est sur Milan, qui a son dojo et qui fait deux superbes stages, un en fin du mois d'août, une semaine, et puis un stage d'hiver début décembre. Maurizio Germano, il y a aussi son frère. André Aracali, qui lui est italien, mais qui normalement, me semble-t-il, est en Allemagne. Après, on retrouve Laurent et puis Didier, qui travaillent ensemble sur la partie pratique de du Katori en France. Alors, la partie de l'enseignement proprement dit de Maître Takayama. Alors moi, je ne l'ai pas connu. Nico pourra nous en parler après. Je lui laisserai la parole. Mais moi, en tout cas, la façon dont des éléments qui sont portés à ma connaissance, et un petit peu, je dirais, la façon dont aujourd'hui on nous enseigne, voilà, ça tourne autour de 6 principes. Donc le premier principe, c'est doucement avec précision. Donc doucement avec précision, finalement, ce principe, c'est la combinaison entre la patience du geste répété avec sa précision formelle. La vitesse du geste mal maîtrisée, finalement, elle diminue grandement la précision. Donc en fin de compte, au départ, ça ne sert à rien d'aller vite. Il faut mieux aller lentement et chercher vraiment le bon point d'impact. Et finalement, aller très très vite, ça dupe personne. Au départ, ça ne sert à rien. Le deuxième principe, c'est un petit peu. En parlant des déplacements notamment et de tout ce qui est Tai Sabaki, pour lui, le déplacement devait être suffisant mais pas excessif. Pourquoi? Parce qu'un déplacement excessif va complètement déséquilibrer le corps. Forcément, ça va créer un certain nombre d'ouvertures et le partenaire pourrait finalement exploiter cette ouverture en ce qu'on appelle en situation véritable. Ensuite, la partie moitié-moitié, c'était plutôt pour lui la façon de mettre en catégorie les différentes gardes. Donc plutôt les gardes, on va dire, de profil, Segan, Jodan, des gardes basses, Gedan, Shadow Kamae, Shino Kamae, et puis des gardes où on est peut-être le sabre un peu proche du corps, Ino Kamae, Wakitori, Ogasumi. Ensuite, son quatrième principe, c'est naturel. En Maître Takayama, il utilise cette expression, a priori, pour notamment dans les positions de base, il a insisté sur la détente du corps, détente musculaire, des bras et des épaules. Le cinquième principe, il fait un peu écho au premier principe. Pour le coup, c'est beaucoup écho après Vito. Ça veut dire qu'une fois qu'on a bien travaillé doucement avec précision, on peut accélérer. Et le fait d'accélérer, si on a bien travaillé avant, normalement, on est toujours en cible. Malgré la vitesse, c'est vitesse et on garde la précision. Et puis le dernier principe, c'est véritable. C'était souligner la distinction entre la situation du kata, qui est quand même une situation connue des deux, et puis une situation véritable de combat au réel, où pour lui, chaque parade de kata, elle comporte forcément une possibilité d'attaque, qu'il faut parfois montrer, mais pas tout le temps, parce que sinon, quelque part, le kata ressemble plus à rien. Et puis finalement, de façon très synthétique, pour Takayama Sensei, c'est jamais oublier qu'en d'autres temps, chaque phase de kata a su faire la différence entre la vie et la mort. C'est-à-dire que même si quasiment plus de 500 ans après, on pratique le katori, les générations qui nous ont précédés, eux, l'ont appris parce que derrière, c'était une question de vie ou de mort. Ensuite, Laurent Malea Sensei. Donc Laurent Malea, il a débuté le katori en 1987. Il a reçu son premier dan en 93 par Sugino. Sur invitation de Takayama Sensei, il est parti au Japon étudier le katori directement sur place. En 2005, il va créer le Matsu Dojo, donc il a un petit dojo personnel chez lui. Il reçoit le Menkyo, un des Menkyo des mains d'Atakayama Sensei, et puis il va recevoir le titre de Kyoshi 6e dan en 2016. D'un point de vue organisation, bien sûr, c'est un élève direct d'Atakayama. Il intègre en 2006 l'Université européenne pour le développement des arts martiaux et culture orientale, puis en 2015 la Fédération des arts martiaux traditionnels. Il est directeur technique pour la France, pour le Maroc, conseiller technique pour le Canada, l'Espagne et la Hongrie. Collaborateur instructeur pour l'Italie, membre permanent du jury de diplôme pour la FIAMT, et puis aujourd'hui responsable de 5 dojos en France. Bon, pour Laurent, très clairement, c'est maintenir aujourd'hui l'héritage d'Atakayama Sensei en étant fidèle à la fois à la lettre, mais aussi à l'esprit de la pratique d'Atakayama Sensei. Alors, je termine cette partie en vous présentant quelques élèves célèbres de la pratique de Katori. Alors, il y a j'en présentais 3, Matsumoto Bizen. Alors lui, il débutait à la pratique directement temple de Katori sous l'enseignement de Shwazai, de maître Shwazai, le créateur du style. Et lui, par la suite, c'est lui qui va créer sa propre école qui va s'appeler Kashima Shinryu. Ensuite, un autre pratiquant de l'école, c'est Tsukahara Bokuden, qui lui va pratiquer le Katori et le Kashima Shinryu. Il est considéré aujourd'hui au Japon comme ce qu'on appelle un Kensai. Un Kensai, c'est un saint du sabre. Ensuite, on va retrouver un autre Kensai qui
qui est connu de tous. Hein, c'est Yamamoto Musashi, lui-même figure dans les registres de l'école. Et puis ensuite, on peut peut-être penser qu'en pratiquant le Ryoto, il a créé son propre cours. Voilà pour la partie un petit peu des élèves célèbres de l'école. Et puis maintenant, on va parler un petit peu de pratique. Donc, tout d'abord, je voudrais aborder avec vous un petit peu la philosophie de l'école finalement depuis 500 ans. Donc, tout d'abord, c'est une école qui, depuis sa création, fait preuve d'ouverture d'esprit, notamment vis-à-vis de la condition sociale des aspirants. C'est-à-dire que c'était pas forcément une école pour l'élite, mais c'était que ce soit les marchands, paysans, éventuellement par la suite certaines femmes, pouvaient pratiquer Katori dans cet esprit des Koryu, une espèce de famille de substitution où finalement chaque élève connaît les professeurs de l'art et puis finalement le responsable de l'école connaît quasiment tous les élèves. Ensuite, il y a effectivement un engagement moral envers l'école et le sensei qui se concrétise parfois, comme certaines branches japonaises, je l'ai dit, par le keppan. Alors, le keppan, juste pour rappeler ce que c'est, au-delà du fait de se couper le doigt et puis de signer ce certificat, c'est quatre principes. Le premier, c'est de ne pas divulguer les enseignements de l'école. Le deuxième, c'est de ne pas discuter de l'école avec des non-membres, ce que je fais globalement ce soir, mais comme j'ai pas signé le keppan, je ne trahirai pas le keppan. Ne pas se livrer au jeu d'argent, fréquenter des places de mauvaise réputation, et enfin ne pas croiser le fer par des pratiquants d'autres écoles tant qu'on n'est pas titulaire du Menkyo Kaiden. Ensuite, globalement, les enseignants, ils privilégient le travail en petits groupes, mais c'est un petit peu cette notion de famille et de connaissance des élèves. Et puis dans la Katori, comme toutes les écoles anciennes, il n'y a pas de compétition. Finalement, l'esprit, c'est que si duel il doit y avoir, il peut y avoir qu'un seul vainqueur, et donc pour le perdant, il n'y a qu'une seule solution, c'est la mort. Alors un Keiko type chez nous, ça se présente de la forme suivante. Il y a un échauffement qui se fait avec les gardes et les frappes, qui prend à peu près une vingtaine à 30 minutes, qui permet complètement de détendre le corps, de bien s'échauffer. Ensuite, souvent, il y a une étude technique autour d'un thème. Et puis ensuite, le travail de kata, parce que ça, c'est quand même la base. On pratique en Keigo-gi blanc, et puis à partir de Kirikami Shoden, on porte le Keigo-gi bleu. Port du hakama à partir du premier coup, comme certaines écoles. Pas d'armure. La seule protection, c'est vraiment le fair play entre les partenaires pour pas frapper. Voilà. Dans l'enseignement, quelque part, le tempo, c'est tout d'abord, on apprend la chorégraphie. C'est-à-dire déjà se souvenir du kata. Une fois qu'on a la chorégraphie, on va commencer à aller chercher la distance. Une fois qu'on a la bonne distance, on va essayer de tomber sur le juste timing. Et puis enfin, une fois qu'on a tout ça, c'est vraiment avoir l'intention de coupe ou l'intention d'attaque. Et finalement, ça prend du temps. Ça prend du temps de pratique pour vraiment trouver la totalité de ces quatre piliers qui permettent d'être quelque part un bon pratiquant, un bon escrimeur. La progression technique, elle se fait dès le début, notamment par une frappe particulière qui s'appelle un makiuchi, qui est une frappe enroulée, qu'on répète de façon inlassable, notamment en début de pratique. L'escrimeur, il va entamer un long apprentissage de toutes ces techniques de l'école et globalement, la première année, il va se consacrer principalement à la pratique du kenjitsu et du yaijitsu. Et puis petit à petit, il va pouvoir s'initier aux armes longues comme le bo, la naginata. Et la particularité de l'école aussi, c'est qu'on pratique les kiai. Ensuite, la partie des kamae. Donc les kamae, finalement, c'est toutes les positions fondamentales qu'on apprend dès le début de la pratique, qui sont vraiment les techniques élémentaires. Il y a un certain nombre de kamae en kenjitsu ou en yaijitsu. On retrouve le même type de garde dans d'autres disciplines que la katori, avec des noms d'ailleurs qui sont souvent les mêmes. Pour autant, dans notre pratique, que ce soit le positionnement des mains, des pieds et parfois la tenue de l'arme, il y a quand même des différences. La particularité aussi de l'ensemble des gardes et des frappes, je pense notamment au makiuchi, c'est qu'elles sont réalisables en armure. Vous comprenez pourquoi, c'est que finalement elles ont été faites à l'époque où les samouraïs se battaient en armure. Ensuite, dans l'école proprement dite, la Katori, c'est vraiment une école de formation. C'est une école. Et donc, une école, elle a le but, elle a une espèce de programme. Dans cette école, on va retrouver, là, alors vous avez du 1 au 7, aujourd'hui, ce qu'on retrouve, la Yaijitsu, Kenjitsu, Kodashi, Ryoto, Bojutsu, Naginata, Sojutsu, c'est vraiment ce qu'on enseigne aujourd'hui. Après, il y a d'autres pratiques qu'on fait moins. Il y a Wara, la partie Jutsu, Shuriken, Ninjitsu, Senjutsu, l'ésotérisme. Voilà, aujourd'hui, en tout cas pas du tout dans ce que nous on pratique. L'idée, c'était vraiment
de permettre aux pratiquants d'utiliser, mais aussi de faire face à des armes différentes. Bien évidemment, comme vous le savez probablement, cette liste elle ne doit pas être exhaustive. Pourquoi? Parce que dans une tradition martiale, normalement, on a 18 disciplines au catalogue. Donc là, vous en comptez 13. Donc on pourrait imaginer qu'il en manque au moins 5. La première, où on est quasiment sûr qu'elle existait et qu'on n'a plus, en tout cas, qui n'est pas portée à notre connaissance, c'est le Jo-Jutsu. Pourquoi? Parce qu'on considère sur les légendes de Muso Gonotsuke, lui, il aurait créé sa propre école de Jujutsu à partir des 12 katas de Jo de l'école de Katori. Ensuite, il y a probablement du Bajutsu, la partie de l'équitation, le Suren, la natation militaire, le Noroshi, technique de signalisation à distance par le feu, et puis probablement aussi le Kyujutsu, la pratique du tir à l'arc. Alors, ces disciplines, elles n'apparaissent pas dans le catalogue, dans le curriculum de l'école. On peut supposer que soit elles ont été totalement perdues, notamment sur le dojo de référent, soit elles sont vraiment conservées secrètes et permettent vraiment à une minorité d'avoir accès à ces formations. Alors les formations, aujourd'hui la partie Yai Jutsu, on appelle aussi l'art des kami. On a 16 katas, donc Yai Goshi. Alors Yai Goshi, c'est plutôt une pratique de surveillance, d'observation ou d'éclaireur. Enfin, voilà, où on est à découvert ou de nuit en observation et puis on est décelé. Et puis là, il faut se défendre rapidement. On a une pratique particulière qui s'appelle en position Yai-Goshi, qui s'appelle Tateiza, c'est-à-dire avec un genou à terre, non pas les deux genoux, comme la pratique du Yaido comme on peut le connaître. Après, le Takiyai, on est debout. On est plutôt sur du combat de rue contre la rencontre, contact d'opportunité. Et puis les Gokyuai, des techniques supérieures, on pourrait imaginer qu'on est sur plusieurs attaquants. Voilà. Ce qu'on peut retenir sur cette pratique du Yai, mais c'est valable aussi dans d'autres domaines, c'est que c'est la pratique de la vérité. Il n'y a pas l'excuse du partenaire. C'est-à-dire que quand le kata se passe mal, on ne peut pas dire que c'est le mec qui est en face de nous. C'est vraiment nous qui ne sommes pas dans l'esprit ou pas assez concentrés. Ensuite, la pratique du Kenjutsu. Bon, la pratique du Kenjutsu, très clairement, c'est la pratique de base de l'école. Elle repose notamment sur ces 4 katas de base à Amute no Tachi, qui sont vraiment les premiers katas qu'on doit connaître. Après, pareil, vous avez des katas avancés, des katas un peu plus secrets, la partie Okuden. Le Ken, c'est vraiment l'arme de base du samouraï. On a un Ken qui est un petit peu différent que ce qu'on va trouver dans la pratique de l'aïkido. On a un Ken qui est un petit peu plus incurvé, un petit peu plus large, légèrement moins long, pas de pointe. Et puis on travaille sans garde, on travaille sans tsuba. L'idée, c'est qu'à force de pratiquer, le pratiquant et son boken finalement ne fassent plus qu'une seule personne. Ensuite, la partie Bojutsu. Donc la partie Bojutsu, c'est 12 katas de base et puis 12 katas un petit peu plus complexes. C'est un bâton long qui fait 1m82, il est fabriqué plutôt en bois assez dense. Ce qui permet de donner des coups d'une assez grande puissance avec ce principe de taille, du principe de levier et puis de frappe en arc de cercle. C'était vraiment l'art des guerriers inférieurs, c'est-à-dire c'était plutôt l'art du soldat, qu'on pratiquait plutôt nous avec la main inversée, c'est-à-dire que ça permet de donner un petit peu de puissance à la frappe. Pour autant, c'était quand même une pratique qui était aussi utilisée par les chefs, parce qu'on peut bien imaginer quand on a une lance ou une naginata et que finalement elle est cassée ou ainsi de suite, et bien finalement de pouvoir utiliser le reste du manche comme un bo, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'avec le bo, on échange du temps contre de la distance, c'est-à-dire qu'on a une frappe qui est un peu plus longue que ce qu'on pourrait avoir par rapport à un ken. Pour autant, on va gagner en sécurité, on va gagner par rapport à la distance et la longueur de l'arme. Ensuite, la partie Naginata Jutsu, pareil, 4 katas de base et puis 3 katas supérieurs. Bon, cette Naginata, c'est ce qu'on appelait un petit peu chez nous le fauchard. C'est une arme utilisée sur les champs de bataille, principalement par les fantassins pour couper les jarrets des chevaux et faire tomber les cavaliers. On bénéficie quand même d'une longueur qui est assez importante, en 2020. C'est assez redoutable, notamment aussi contre les duels, combattant Naginata contre sabre. Ça a été aussi une arme qui a été très appréciée par les moines guerriers et aussi à partir du XVIIe siècle chez les femmes, mais qui pratiquaient avec une Naginata un peu plus courte et un peu moins lourde qu'on appelle des bicento. Voilà. La particularité aussi dans l'école, c'est qu'on fait une pratique à mi-amp. Mi-amp, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on pratique avec l'espèce de point d'équilibre au milieu. On n'utilise pas totalement la longueur, mais le but de ne pas utiliser la longueur, c'est de pouvoir utiliser à la fois la lame, mais aussi l'ishizuki. L'ishizuki, c'est le talon
de la naginata, pareil, pour pouvoir frapper. Et on estime que finalement la vitesse d'exécution entre une naginata et un sabre, eh ben, on a à peu près une vitesse qui est à peu près équivalente. Allez, je termine sur une des dernières armes, avant-dernières armes, la partie Ryoto et Kodachi. Donc il y a 4 katas de Ryoto, 3 de Kodachi. Moi, c'est ce que j'estime même l'arme de poing du samouraï. C'est-à-dire que dans les armées modernes, aujourd'hui, on est en double dot, une double dotation, c'est-à-dire une arme longue, une arme courte. L'arme longue, ben, c'est quand on est en extérieur d'une maison, et puis quelque part, quand on rentre dans des compartiments, des zones qui sont plus compartimentées, ben, on va avoir une arme de poing, un pistolet. Ben, là, moi, j'estime que c'est un petit peu ça. La particularité de ces deux armes, c'était finalement de pouvoir parer aussi à des assauts multiples, c'est-à-dire à la fois contre-attaquer une attaque, et puis, parer une attaque, et ensuite pouvoir contracter avec la seconde arme. Et puis dans notre pratique, ces deux armes, elles peuvent être combinées, une espèce de croix, qui peuvent aussi permettre de bloquer un katana. Allez, la dernière pratique, c'est la yari. Donc il y a 6 katas de yari, très utilisés lors des batailles rangées. On est plutôt sur du terrain ouvert, hein. Elles peuvent varier en longueur, hein, ça va de 2,50 m à 4 mètres. Et elles servaient là plutôt aussi à désarçonner les cavaliers. C'est vraiment une longue hampe en bois qui se termine par une lame assez fine et étroite. Et c'était vraiment l'arme des combats en zone ouverte. Mais si on compare, par exemple, voilà, l'idée c'est de se dire qu'une arme comme ça, c'est bien sur un terrain découvert, mais dès qu'on rentre soit en zone de localité, soit dans une forêt, ainsi de suite, finalement, la Yari avait peu d'efficacité. Voilà, moi j'en ai quasiment terminé de cette petite présentation. Pour aller un peu plus loin, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller faire un tour sur le site de Laurent, hein, matsudojo.free.fr. Il y a pas mal de photos, d'explications. Certaines choses que je vous ai présentées aujourd'hui proviennent du site. Ensuite, un très bon bouquin, hein, qui est L'art ancien du sabre japonais, qu'on trouve en anglais et en italien, de Sergio Morstambilani. C'est un bel ouvrage. On n'en trouve pas beaucoup. De temps en temps, ça passe sur Amazon, il n'y en a plus beaucoup. Il y a une vraie belle partie historique, des belles photos de tous les katas. Et puis ensuite, un autre ouvrage que je trouve très intéressant, c'est de Michel Coquet, hein, L'Esprit Zen, le sabre japonais. Dans ce livre, Michel Coquet, il raconte toute son expérience japonaise, hein, pour ceux qui l'ont lu, hein, mais, toute son expérience japonaise justement de la pratique du yai, le yai de Katori. Et c'est assez sympa à lire. Voilà. Pour aller encore plus loin, pour ceux qui sont disponibles ou qui n'habitent pas à l'étranger, ils peuvent toujours venir nous rejoindre pour pratiquer Katori. Il y a 5 clubs en France. Bien sûr, il y a des stages. On a aussi des stages à l'étranger. On a hâte de pouvoir retourner en Hongrie parce que c'est plutôt sympa. Voilà, bon, voilà, des 5 petits dojos. Juste pour conclure, avant de vous passer éventuellement un petit film, si on a le temps, Mathieu, tu me diras. Pour moi, pratiquer la Katori selon Takayama Sensei, c'est vraiment s'engager dans une aventure humaine et technique extraordinaire. C'est aussi vivre la légende, avec une transmission sur le principe de Kokoro. Un Kokoro, c'est vraiment la transmission de cœur à cœur avec fraternité. En tout cas, voilà, moi je ne suis pas un pratiquant depuis très longtemps. Pour autant, j'ai vraiment l'impression de faire partie d'une famille et qui est une famille bienveillante. Voilà.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Ben non, écoute, je l'ai fait c'est avec beaucoup de plaisir. C'est fort bien détaillé et bien préparé. En tout cas, merci pour tous ceux qui connaissaient pas l'école Catori. Donc maintenant, s'il y a des questions, n'hésitez pas à rallumer vos micros et à prendre la parole, que ce soit sur ce qui a été présenté ou, voilà, ou des questions de tout, de tout ordre. Moi, je vais prendre la parole. Bien, allez, vas-y Nico. Alors, juste parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, Nico, donc, que vous allez entendre, a été, alors, pas dire mon premier parce qu'il y a Serge Merlet en lui, mais le, le premier bis enseignant d'aïkido que j'ai eu et la personne par laquelle j'ai connu le Katori à une époque, il y a maintenant quelques années. Ouais, il y a quelques années, ça ne nous ramène pas en arrière, mais tant pis. Donc Ça voilà, rajeunit pas, mais tant pis. allez, vas-y, je te laisse la parole. Cyril, merci beaucoup, c'était très bien, c'était très intéressant. Si vous voulez voir des vidéos de démonstration des katas de Maître Takeyama, je ne fais pas de pub pour ma chaîne YouTube parce que je m'en fous. Je ne suis pas là pour faire des likes. Je vous propose juste d'aller la voir. En fait, j'ai 6 vidéos, j'en ai un peu plus. Laurent Maléa, on a certainement des tonnes. Mais voilà, vous avez les explications avec les démonstrations de Maître Takeyama. Le problème, c'est que je ne sais même pas, je crois que c'est Nico, N-I-K-O, après un espace et Dem, D-E-M. Et donc, j'ai juste ces vidéos de Katori, en fait, que j'avais postées après la mort de Maître Takeyama, puisque je n'avais pas le droit avant. On ne va pas rentrer dans les histoires politiques de la Fédération française de Katori Shintoryu, mais je n'avais pas le droit avant. Donc voilà, là je les ai postés, donc vous avez tout à fait le droit d'aller les voir. Je vous encourage d'ailleurs. Sinon, après, que vous dire de plus? Je crois que Cyril a tout expliqué. Juste, moi j'ai été surtout l'élève de Didier Roch. J'ai eu la chance de rencontrer Maître Takeyama en 1996 jusqu'à son décès. J'ai passé juste une journée avec lui au Japon et avec son élève Muneshiro Yamazaki qui parle français. Je n'ai pas pratiqué avec lui au Japon puisque à ce moment-là, il était déjà très fatigué, la maladie était déjà très avancée. Donc, mais il a quand même passé une journée avec nous. Donc, il nous a donné en fait quelques petites histoires sur la Katori qui étaient très intéressantes que je peux partager avec vous maintenant parce que de toute façon, autant en profiter. Si un jour vous allez au Japon, à Kamakura, principalement, voir le Grand Bouddha, puisque c'est un peu la principale chose qu'il y a à voir là-bas, hormis un restaurant de soba au bas du temple, sachez que vers le Bouddha, Kamakura, il y a un magasin d'arts martiaux dans lequel vous pouvez acheter les shurikens du Katori et qui sont faites par un artisan que je n'ai malheureusement pas acheté à l'époque parce que j'étais un peu bête. J'étais pas à court d'argent, mais j'étais un peu bête. Je pensais que Maître Takeyama était un peu éternel, donc je pouvais revenir quand je voulais, mais en fait, ça s'est pas fait. Et j'ai loupé une dernière chose avec lui, c'est qu'il nous a, enfin à l'époque j'étais avec des amis, il nous avait proposé d'aller visiter le dojo d'origine qui est au bas du temple, que vous pouvez aller voir d'ailleurs, et que j'ai pas fait parce on partait 2 jours après. Donc si jamais vous voulez aller voir le dojo de la Katori, bon il faut une autorisation, il est au bas du temple. Alors pour aller au temple, sachez qu'il faut une bonne petite demi-heure de marche puisque la gare principale de Katori est à 1 heure et demie à peu près de Tokyo. Et après, c'est une balade dans la campagne. Donc, essayez d'y aller en septembre, hein, parce qu'en été, c'est juste une tannée, il fait 40 degrés, donc c'est insupportable, enfin, à moins que vous aimiez la chaleur. Et puis, le temple est très beau à visiter, donc vous verrez la tombe du fondateur qui est un peu à l'extérieur du temple. Il y a encore des moines avec des nonnes aussi qui s'entraînent. Et le dojo, il est dans les bois, il est un peu à l'écart du temple en fait. Mais vous pouvez aller le visiter. Voilà. Puisqu'on parle des héritiers en fait, un jour Philippe Voirino, il avait dit dans un article que le suffixe mori en japonais avait la notion de garder. Et Cyril, quand il a fait la liste de tous les sokés, vous verrez que tous leurs noms commencent par mori.
Donc, en fait, il y a cette notion de garder, de protéger, en fait. Jusqu'au 18e ou 16e. Enfin, si tu partages ta présentation, on pourra le voir. Donc, il y avait vraiment aussi cette notion de garder et de protéger. Après, effectivement, Ritsuke Otake est devenu le Shihan principal parce que juste il a épousé la fille d'un des Soke. Voilà, c'est l'histoire en fait. C'est pas parce que sa technique était meilleure, c'est juste parce qu'il a épousé la fille d'un des Soke. Donc c'est lui qui a hérité en fait de la position principale. J'ai pas eu la chance de rencontrer Maître Sugino quand j'ai commencé la pratique en 1994. Ça me rajeunit toujours pas quand je le dis. J'ai rencontré son fils. Je n'ai pas trop adhéré techniquement parlant. Ça, c'est mon point de vue. Hein, donc, voilà. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce que je pense que, comme dans l'aïkido, Maître Saito avait reçu beaucoup de choses. Et le fils Ueshiba, lui, s'est un peu retrouvé là-dedans par hasard. Et on voit ce qu'il en a fait. Et si vous voulez la réflexion de Maître Takeyama par rapport à ça, je vous la donne maintenant. Un jour, on discutait et il m'a dit Sugino père, très bon. Sugino fils, pas bon. Aikido, Morie Ueshiba, bon. Fils Ueshiba, pas bon. Voilà. Tout était résumé en fait dans cette phrase. Donc, c'est vrai qu'il il a été chassé du dojo en fait, parce que déjà à l'époque, et ça Laurent peut-être pourra vous en parler un jour s'il en a envie. Il avait déjà, quand Laurent l'a rencontré au dojo de Kawasaki chez Sugino, il avait déjà commencé un peu à revoir le fondement même de l'école, enfin de ce qu'il avait appris, mais il le gardait pour lui, il le montrait juste à quelques personnes en fait. Et il en avait parlé aussi à un autre élève qui est à Besançon, Oudard, Lionel Oudard. Ouais. Et Lionel Oudard avait préféré laisser tomber, s'est concentré principalement sur l'enseignement de Maître Sugino, ce que je peux comprendre. Et en fait, à la fin, quand le fils Sugino s'est retrouvé à la tête du dojo, bah, il lui a donné le même choix qu'on a donné à n'importe quelle autre personne, c'est soit tu suis, soit tu pars. Et donc, il a préféré partir parce qu'il voulait être en accord avec ses principes. Le principe de Maître Takeyama, ce que moi j'ai ressenti, Laurent pourra peut-être changer, et Didier aussi, c'est que son principe c'était Nebari, c'est-à-dire que c'est un peu ce que vous retrouvez dans les mains collantes chinoises, c'est-à-dire que tu ne peux pas travailler toujours très loin en fait. Le sabre c'est une arme courte, tu dois toujours être au collant. Et donc, effectivement, les premiers katas que vous apprenez avec le bokken sont à une certaine distance, mais c'est pour vous apprendre la distance. Et après, vous apprenez que cette distance, il faut la casser et il faut être plus près de la personne, puisque ce que vous voulez supprimer, ce n'est pas le sabre, on s'en fout, c'est le mec qui tient le sabre, on est d'accord. Donc, en fait, tout son principe tournait là. Et le principe de Nebari, vous ne l'apprenez pas aux débutants, vous l'apprenez plus tard dans les katas supérieurs. Et Maître Takeyama, il est parti du même principe qu'un des sokés de la Kashima, puisque vous avez deux temples, vous avez Katori et Kashima qui se font face, qui sont séparés par une rivière géographiquement. Et le soké de la Kashima, qui s'appelait Kuni Zenia, qui devait être le 18e soké, il avait dit moi, les secrets, j'en ai rien à foutre. Au contraire, il faut les apprendre très tôt aux personnes pour qu'elles comprennent l'essence même de la chose. Et donc, Maître Takeyama, il était parti sur ce principe-là, mais il ne voulait pas non plus tout donner. Donc, il donnait des indications. C'est pour ça que vous avez des postures qui sont complètement à l'opposé de ce que vous pouvez apprendre avec Maître Sugino, qui vous demande de garder la distance. Au contraire, Maître Takeyama vous demande demandait d'utiliser la courbure du sabre, d'être au plus près, d'avoir une distance assez courte pour vous pouvoir permettre de jaillir et de toucher rapidement. Et c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il demandait toujours de travailler doucement au début pour avoir cette appréhension de la chose et de la distance. Et qu'il ne fallait jamais travailler vite, parce que quand on travaille vite, on fait de la merde. Voilà. En gros, c'était son message, quoi. C'est pour ça qu'il était contre le travail vite et qu'il fallait des bonnes postures, toujours être à distance. Si vous regardez les photos qu'a mis Cyril dans son PowerPoint, dans sa présentation,
Vous allez voir, c'est des Italiens qui travaillent. Et si vous regardez bien, en fait, ils tiennent leur bokken, mais normalement, quand vous tenez un bokken ou un sabre, il y a un point d'écart entre les deux mains. Et en fait, à chaque fois, ils tenaient environ 2 points et demi parce qu'ils travaillaient trop vite. Et ça, Maître Takeyama, ça le rendait fou. Dès qu'il vous chopait dans cette posture-là, il vous arrêtait, il vous corrigeait, et puis il fallait tout reprendre. Et en fait, il regardait tout. Enfin, limite, il fallait un pied à coulisse à un moment donné, mais c'était un travail très, très pointilleux. Voilà. Mais moi, c'est ce qui m'a fait continuer la pratique, parce que justement, c'est ce que je n'aimais pas à un moment donné chez Sugino, c'est que tout était trop éloigné. Et moi, je ne comprenais pas, en fait. Ça m'a un petit peu dégoûté. Voilà. J'étais très content de le rencontrer. Et puis, ce qui est devenu la technique d'été d'après aux instances fédérales françaises est devenu pour moi un style perpétuel. Donc, voilà. Ben, on a la chance d'avoir ce témoignage, Oui. on va dire, qui complète bien. Donc, bah, moi, je te rejoins de ce style d'été parce que c'était rigolo. J'ai eu la chance de faire une semaine, c'était où? C'était Lagore C'est ça, ouais. avec Maître Takeyama et c'était vraiment ça, c'était camping et Katori à Takeyama, quoi. Il y avait la moitié de pratique Aikibudo, la moitié de pratique, on va dire, de Katori. Les gens choisissaient un peu plus ou moins en fonction de leur fatigue, de leur envie. Et c'était entre camping et dilettante à l'époque, quoi. C'était pas un style à proprement parler que les gens venaient pour perpétuer ensuite tout au long de l'année et revenir jusqu'après. Donc voilà, c'est bien de voir 10 ans, alors peut-être même 15 ans plus tard, que le style a perduré et que les choses se développent et se conservent surtout. Donc, est-ce qu'il y a des questions voilà, des autres pratiquants? Est-ce qu'il y a des remarques? Moi, je vais juste faire deux remarques. La première, c'est que moi, je fais partie peut-être de la première génération après Maître Takayama. Donc, et moi, je trouve que c'est important pour notre génération finalement de pouvoir s'appuyer à la fois sur nos anciens, mais à la fois sur cet héritage. C'est-à-dire que nous, on ne se pose pas la question. Hein. Je veux dire, les histoires de famille, elles sont ailleurs. Elles ne sont pas dans notre famille, en tout cas pas comme ça. Et puis, ça fait écho un petit peu à ce que tu mets sur le net, là, des fois, et tu avais posé une question de savoir avec qui on aimerait passer une journée. Tout à Voilà, fait, tu as ma réponse. Et quelque part, c'était même pas, tu vois, un petit peu dans l'esprit de ce que disait Nico, ça serait même tout simplement passer une journée avec Maître Takayama, pas forcément sur un tatami, oui. mais finalement plus pour, à mon sens, connaître l'homme, les qualités humaines qu'il semblait avoir et de partage, de gentillesse, d'abnégation vis-à-vis de son art. Et je pense que ça, c'est vraiment, à mon sens, la marque des grands. Des grands professeurs, hein, tout un chacun, quel que soit l'art qu'on pratique, qu'on a la chance parfois ou pas hein, de pouvoir rencontrer. Moi, je vais donner juste une anecdote pour qualifier le personnage. Alors, absolument pas de technique parce que j'ai ni les compétences ni l'expérience pour en parler. Mais à ce fameux séminaire, en gros, la tradition, c'était un peu de faire noter un peu des idéogrammes sur le bokken qu'on avait en fin de séminaire ou des choses comme ça, et peut-être d'espérer avoir une calligraphie de Maître Takeyama. Et je me souviens toujours, alors, le jour où ça devait être fait, il y a eu les hauts gradés Aikibudo qui sont passés un peu devant, et au final, ça ne s'est pas fait. Et, et à la fin du stage, il y a eu quelques personnes, et du coup, c'est avec toi, Nico, qui m'avait amené, et il avait pris le temps pour toutes ces personnes de à la fois faire une calligraphie sur le bokken et une calligraphie papier. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti tant qu'il n'avait pas fini et tant que tout le monde, entre guillemets, n'avait pas trouvé satisfaction et n'avait pas ce petit souvenir, on va dire, personnalisé de lui. Et ça, c'est quelque chose pour un Japonais. Enfin, j'ai fait d'autres stages avec des Japonais. Déjà, il faut baisser la tête quand ils arrivent. On est encore sur le tapis quand ils partent et on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'ils ont leur garde autour et ils sont intouchables la majorité du temps. Donc, pas tous comme ça, mais la gentillesse de Maître Takeyama était vraiment quelque chose, moi, voilà, c'est pour en avoir vu d'autres, dont le fils Sugino à Besançon une fois. C'était le contraste complètement différent.
Moi, je voudrais juste vous livrer deux anecdotes que j'ai eues avec lui pendant la journée que j'ai passée avec lui. La première, c'est que bon, c'est lui qui guide, hein, donc il fallait suivre. Et quand il vous disait 10 heures gare Kamakura, enfin 9 heures plutôt, c'était 9:00. Hein. Si tu arrivais à 9:01, c'était mort. Hein. Tu te faisais défoncer, ça c'était clair et net. Donc pour pas louper le coche, on arrivait une demi-heure en avance. Voilà, je vous le dis. Et après, il nous emmène au temple. C'était important pour lui parce qu'il était bouddhiste, donc il était croyant. Et quand on arrive au temple et que je le vois encore, là, il y avait une hôtesse de caisse et elle lui demande de payer. Je crois que c'est une des seules fois où je l'ai vraiment vu s'énerver et en plus où il l'a insulté, enfin insulté entre guillemets, il lui a dit qu'en fait c'était la mafia et qu'elle était un yakuza. Et il a refusé de payer, il est parti. Et donc, ben, toi, tu peux rien faire, tu pars, quoi, tu le suis. Et en fait, la nana est extrêmement gênée. Donc, elle nous a édité nos billets, mais en fait, il les a refusés. Il a dit non, moi, j'ai pas besoin de payer pour aller prier dans un temple. Moi, je viens prier, je viens pas visiter. Et on est parti comme ça. Bon, ben, tant pis, celui-là. Alors, on est retourné après, on l'a visité. Et puis, on lui avait demandé, mais pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas éditer un livre, en fait, sur ces techniques? Il disait, quand tu vas apprendre à nager, tu ouvres un livre ou tu vas à la piscine? Bon, ben voilà, c'était réglé. Et, et la dernière, on ne comprenait pas en fait pourquoi Maître Taquet disait oui, moi ce que j'apprends, l'enseignement, c'est avec l'armure, c'est avec tout ça. Il dit ok, il est gentil, mais en 1600, les armures, elles étaient interdites. Les sabres, ils étaient déposés partout dans la maison. Il n'y avait plus de duel, il n'y avait plus de mecs en armure. Donc ça veut dire qu'en fait, le Katori, pour lui, c'est jusqu'en 1600. Après, ça n'a pas existé. C'est une erreur en fait. Le Katori, il a suivi l'évolution de la vie et de l'histoire du Japon. Donc effectivement, ce que présente Maître Take, c'est intéressant parce que c'est du combat en armure. D'où le fait, si vous regardez les vidéos, ça a l'air extrêmement haché. Mais en fait, c'est normal puisque quand tu as du kill de métal sur le dos, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et après, ça s'est plus fluidifié, quoi. Voilà. Et ce qu'il n'aimait pas, justement, et là je finirai là-dessus, il disait, Maître Taquet, parce que tu parlais justement du serment que tu dois signer avec ton pouce, ton sang, technique secrète et autres. Il dit, oui, oui, c'est très bien, je suis d'accord avec ça, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que le premier à avoir édité des livres sur l'histoire du Katori, c'est lui. Donc, pourquoi est-ce qu'il veut que ce soit secret si tu fais des bouquins et des vidéos? Donc, à un moment donné, il faut se mettre d'accord avec soi sur ce que tu veux vraiment faire dans la vie, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, alors, les livres du Katori, pour la petite histoire, étaient les seuls livres autorisés hors Aikido ou Kamisa d'Iwama. C'était, alors je ne sais pas si c'est le livre de Sugino ou ceux d'Otake, ça je ne me souviens pas de ce qui avait été dit, mais je sais que c'était les seuls hors Aikido qui étaient autorisés et qui avaient leur place au Kamisa d'Iwama dans une petite bibliothèque, voilà, à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi j'ai une question pour Cyril, si attends, il n'y en a pas. Ouais, bah écoute. Un petit peu que je me suis posé avant. C'est, voilà, Maître Takeyama est mort en 2009. Et la question, c'est, aujourd'hui, est-ce qu'il a eu le temps de transmettre? Finalement, comme disait Nico dans son témoignage, s'il avait su que, voilà, il pensait peut-être revenir, il pensait peut-être le revoir, etc., les choses se sont précipitées. Est-ce qu'il a eu le temps de transmettre? Est-ce que tu en as parlé avec Laurent? Est-ce que voilà, est-ce que Alors, moi, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus parce que effectivement, je connais qu'une petite partie de l'école et je ne connais pas ce que connaît Laurent. Il faudrait lui poser la question. La Mhm. seule chose que je sais, ou que je crois comprendre, c'est quand je compare les différents programmes des différentes écoles, on est capable de proposer des choses qu'on ne propose pas ailleurs. Alors, il y a deux solutions, mais ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure. Soit parce que, effectivement, ces autres écoles ne veulent pas en parler et veulent le garder à titre secret, ce qui est peu Mhm. probable aujourd'hui, soit tout simplement, c'est des choses qui ne sont pas arrivées jusqu'à eux. C'est ça. Voilà, je pense C'est- notamment la partie entre guillemets Okuden du beau. Voilà. On est aujourd'hui, je pense, les seuls à le proposer. Moi, j'ai vu une fois Laurent pratiquer beau contre beau. Mhm. Après, voilà. Après, je ne peux pas savoir si effectivement, probablement que non, parce que je pense que quelqu'un, vu les connaissances qu'il avait, la richesse dans ce domaine, il y avait sûrement encore beaucoup de choses à apprendre de lui. Mais ça, ouais, il faudrait poser la question, Laurent, c'est intéressant. Ouais.
Au moins, peut-être, on va dire les 7 parties que tu as présentées comme conservées techniquement. Moi, je peux Ouais, répondre. ouais. En fait, il a transmis tout ce qu'il savait. Donc, Laurent et Didier, ils ont la connaissance. Sergio, ils ont toutes les données. Je peux te répondre sur les Shichiai, donc ce qui est au-dessus, encore après les Gokui, en fait. Il en connaissait un, donc il l'a transmis. Donc, par rapport à ça, c'est un 4e niveau de kata de Ken. Ouais, en fait, si tu veux, tu as les katas de base. Mhm. Après, tu as les katas supérieurs. Et après, tu as le dernier qui est le Shichiai, en fait, où là, D'accord. vraiment, on est dans l'état d'esprit du Nebari, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment des frappes, on est dans l'absorption constante, en fait. Il n'y a plus de garde, ça n'existe plus. On est au niveau supérieur de ce que tu peux trouver. C'est là l'essence. C'est pas un secret, je m'en fous, mais tu sais, quand tu fais ça avec ton sabre, en fait, il faut imaginer que il nous expliquait, vous avez des nuages dans le ciel, vous êtes la tempête, vous êtes le centre du typhon, et vous les emmenez avec vous. En fait, il faut emmener plus fort. Pourquoi? Parce que imagine que tu as une forêt d'armes autour de toi, et il faut que tu la dégages. D'accord? Voire même, si tu as juste un seul sabre, il faut qu'avec ton mouvement de corps, tu le dégages, et après, tout de suite, tu viens couper dans la foulée. C'est ça, en fait, c'est la tempête dans les nuages, c'est entouré. Donc, il faut être détendu, il faut être relaxé, il faut avoir de la puissance, mais il faut pas être crispé comme ça. Donc Mais c'est ça existe. c'est ce que m'avait dit Laurent. Il m'a dit ouais, cette vidéo, si tu en as une autre, ça serait mieux parce que bon, il y a des passages. Voilà, donc bon, effectivement, je pense qu'elle a Ça m'étonne pas. elle a une Ça bonne m'étonne. dizaine elle a une bonne dizaine d'années, mais je trouve qu'elle est vachement bien parce qu'elle présente bien ce que propose l'école et puis Ouais, parce voilà, ce que qu'elle fait. Et puis c'est chez Laurent. C'est chez Laurent dans son dojo, donc c'est sympa oui, quoi. oui. Bah, d'ailleurs, tu vois, il y a Damien et Thomas qu'on voit plus malheureusement. C'est dommage. Mais c'est bien, il y a Jérém, donc c'est le top aussi. Donc tout ça, Maître Takeyama, il les a connus. La seule chose dont il n'avait pas connaissance, et Sergio apparemment a retrouvé des traces après, c'est les katas supérieurs de Naginata. En fait, ça apparemment, ça avait été un peu perdu, mais Sergio a réussi à en retrouver quelques bribes. Donc, j'en ai pas vraiment vu. Il m'avait fait une petite démonstration vite faite il y a très longtemps. Mais voilà. Sinon, tout le reste, même le lancer de shuriken, Maître Sugino l'enseignait. Après, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Je veux dire, Maître Saito, il a été formé au lancer de shuriken. C'est un clou de forgeron, tu le places dans la main et puis C'est en avant ça. Guingamp, tu C'est balances ça. le Bim. coup. Euh, c'est pas, oui. Attends, je disais, moi j'avais une question, en fait, ce qui m'interrogeait, c'est par rapport justement aux différents niveaux de kata. Mhm. En quoi on différencie un niveau de base, un niveau élevé, un niveau véritable, un niveau supérieur? Qu'est-ce qui change dans le kata pour montrer que c'est un niveau différent? Et d'ailleurs, quand j'entends dans certains, comme le Yajutsu, les katas ont été perdus au niveau supérieur, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une corrélation qui se fait entre les différents niveaux qui peut permettre de retrouver le niveau supérieur du kata qui aurait été perdu ou des choses comme ça? Ça, c'est un peu compliqué à répondre. Par contre, pour la différence entre les deux, si tu veux, dans un kata de base, ce que tu apprends, c'est, imagine que, je sais pas comment te dire, tu vois, tu as déjà vu des boules de mochi au Japon, cette espèce de riz gluant? Ouais, Ouais, bah en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire que quand tu commences un kata de base, imagine que tu as une boule de mochi, tu l'étires et tu la ramènes. Donc, en fait, dans les katas de base, tu ne fais que casser les distances et repartir. d'accord, Donc, tu viens frapper, tu repars, tu viens frapper, tu repars. Et en fait, c'est pour te permettre d'appréhender la distance des différentes armes contre lesquelles que tu vas utiliser ou pour lesquelles tu dois contrôler. d'accord. Après, quand tu évolues dans ta pratique, la distance, elle se raccourcit. Mhm. Donc, tu te rapproches de plus en plus et tu es quasiment à distance de pointe. Donc, techniquement, effectivement, tu utilises toujours un sabre, tu peux bloquer, mais tu peux aussi frapper. Pour ça, Maître Takeyama le montrait quelques fois, c'est arrivé, mais il n'en a jamais fait un principe de base. Ce qu'il voulait dire par là, c'était soyez au plus près, parce que si jamais on chope votre arme, vous pouvez au moins mettre un direct pour pouvoir la récupérer. Ou c'est un indicateur pour vous montrer que vous êtes à la bonne distance. D'accord? D'accord. Et en fait, tu rentres dans dans ce que vous connaissez tous bien dans Aiki, tu rentres dans une spirale en fait. Mhm.
Voilà. Et donc, et si tu bosses bien, le but après, c'est justement de ne pas parcourir des kilomètres pendant les katas, c'est de commencer à un point, faire ta pratique et de finir au même point. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, la trame lambouzaine te permet justement d'appréhender les distances et de finir au même point. Le plus dur, c'est avec les armes longues, en fait. Ouais. Et donc, du coup, les katas présentaient différents aspects de ces distances. Après, il y avait des katas avec plusieurs partenaires, Après, plusieurs attaquants. il y a l'histoire des transmissions. Quand on prend la traduction des premiers katas, c'est 5 transmissions de sabre, 7 transmissions de sabre. Enfin, on augmente dans la difficulté et dans les aspects techniques. Et pour revenir un petit peu à la question, mais Nico, tu pourras compléter. Hein. Je ne pourrais pas me prononcer sur les katas de Yai, mais par exemple, sur les katas de Ken et de Naginata, il y a une vraie corrélation. C'est-à-dire qu'il y a une vraie similitude dans la pratique, dans certains échanges de Ken qu'on va retrouver à la Naginata. Et je pense que dans les recherches qui pourraient être faites sur les katas supérieurs, entre guillemets, perdus de Naginata, ça serait difficile peut-être de retrouver exactement le même kata, mais en tout cas, l'effet recherché dans la pratique, effectivement, on me dit d'être beaucoup plus près, de rentrer dans la garde de l'autre, ainsi de suite. Je pense qu'il est peut-être possible de les retrouver. De les retrouver. Ouais. Et si tu veux une corrélation, bon, Maître Takeyama disait toujours, dans la pratique, pour les hommes, Kenjutsu, Bojutsu et Yaijutsu. Pour les femmes, Kenjutsu, Naginata et Yaijutsu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes devaient apprendre à défendre leur foyer et principalement, elles utilisaient la Naginata. Si tu vas dans les universités japonaises, ce qui est enseigné aux femmes, c'est la Naginata en premier, puisque c'était une arme de défense du foyer, puisqu'elle permettait à la fois de couper et d'estourbir, en fait. Donc, elle était utilisée pour ça. La particularité de la Naginata dans la Katori, c'est qu'elle n'est pas utilisée, elle est utilisée entière comme tu utiliserais un bow façon Kobudo d'Okinawa, d'accord? Alors que les lances fauchardes utilisées traditionnellement pendant les batailles, elles étaient utilisées en bout de hampe, En bout, ouais. d'accord? Donc en gros, les mecs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils armaient comme des bourrins, ils voyaient les cavaliers arriver, ils les tranchaient en deux. Abattaient. Et tu avais, une espèce de pointe au bout. En fait, ils allaient leur éclater le crâne avec, en fait. Donc, soit ils coupaient les lances des chevaux, soit, enfin les pattes des chevaux, je veux dire, soit ils armaient vraiment comme des bourrins, et puis en avant Guingamp, et boum, Ça fait des katas très simples, ça. Oui, mais d'ailleurs, si tu regardes, en fait, si vous regardez le documentaire de Michel Randon, qui peut dater de 1978, et je vous encourage à le faire, il y a une experte en Naginata qui pratique de cette façon. Ça, c'est un documentaire que je pense tout le monde devrait voir parce qu'il est juste magnifique en fait. Oui, sur toutes les écoles différentes. Sur tous les Koryu du Japon qui lui ont ouvert les portes à l'époque, y compris la Katori. Il a filmé certains katas en scred parce qu'il n'avait pas le droit, donc il y a des katas supérieurs. Hein. Mais justement, par rapport à cette pratique de la hallebarde, effectivement, vous voyez que c'était utilisé, elle l'utilise vraiment en bout de hampe et elle vient vraiment couper. Donc, c'est juste impressionnant. Et en plus, elle pratique le long d'un temple. Donc, elle est bloquée d'un côté. Donc, c'est vraiment à voir. Et son kiai était très peur. mémorable. Voilà, c'est ça. Ça fait partie. Michel Random, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, c'est lui qui a édité un des premiers bouquins, Les arts martiaux et le zen. C'est un tout petit bouquin. L'article. Il est parti. Et justement, Thomas, pourquoi est-ce Voilà, qu'on ce bouquin, c'est ça. Et en fait, ça, c'est le bouquin tiré du film. C'est ça, exactement. Vas-y, remonte, j'ai pas vu. Alors, c'est fini. Bon, d'accord. C'était secret. Voilà. Vas-y, parle, Michel. Attends, hop, je vais remettre sur le truc. Bah, tiens, très belle photo. Voilà. Ah, alors, c'est un bouquin. Moi, le film est intéressant parce que je crois qu'il y a une petite histoire sur le film. C'est qu'ils avaient fait une première partie. Ils avaient vu pas mal de Koryu, ainsi de suite. Ils avaient fait les enregistrements. Et quand ils sont arrivés à l'hôtel quelques jours avant de partir, ils se sont rendus compte que les bobines n'étaient pas bonnes. Et ils sont repartis faire un cycle pour faire un enregistrement. Et dans ce livre, il y a une photo qui est assez intéressante parce qu'il y a Otake Sensei qui est avec Don Drager. Et ils pratiquent tous les deux le Jojutsu. Voilà. Donc, c'est quelque part peut-être que ces 12 katas ne sont pas totalement perdus.
Ah, pour le Joe, non. Je pense que ouais, je pense qu'il existe quelque chose là, Ouais, définitivement. je pense que oui. Et donc pour finir justement sur la notion de Naginata et de Bo dans le Katori, ouais voilà, c'est elle. Elle est impressionnante, hein. Si tu veux, enfin, dans la Katori, il est pratiqué dans l'état d'esprit suivant, c'est-à-dire que tu as ta Naginata, tu fais ton combat, tu pètes ta lame, tu peux automatiquement basculer sur, donc tu te retrouves avec un Bo, et donc tu peux basculer sur une technique de Bo. Donc en fait, Hmm. c'est l'apprentissage se fait comme ça, c'est comme ça qu'on te l'explique. Puis un Bo, c'est une arme que tu peux trouver n'importe où, c'est un bâton, c'est disponible n'importe quand, mais dans l'absolu, quand on nous l'enseignait, nous, c'était voilà, vous apprenez la naginata, le jour où la lame se pète, Vous à ce avez le moment-là, beau. vous switchez sur du Bo et vous pouvez lui défoncer la ganache avec ça, quoi, en avant. Yeah. Parfait. Allez, est-ce qu'il y a une dernière question? Hop. Les gens sont timides, n'osent pas, ou il y a eu tellement d'informations Ouais, déjà. Bah, il y a eu pas C'est mal de réponses avant même d'avoir eu des questions, j'ai c'est l'impression, avec ça, c'est ça. les interventions multiples. La présentation a été et historique et technique. Ah, alors, moi, il y a une chose qui m'a particulièrement plu dans l'enseignement d'Atakiyama, dont on a parlé, dont on voit dans l'aïkido aussi. C'est ce côté, chaque frappe a sa signification, auquel, voilà, quand on avait fait le stage avec le fils Sugino, effectivement, les distances étaient très loin et finalement, entre chaque mouvement, on touchait plus les sabres, on allait très très loin et on faisait les katas, on les répétait. Et de ce côté-là, voilà, on avait accès à juste la forme. Et à Takeyama Sensei, même pour des gens qui débutaient, j'avais quoi, un an et demi maximum de pratique, voilà, c'était ce mouvement, ça correspond à ça. Tu as cette position parce que si tu avances, bah, tu es en train de couper sur lui. Et ça, c'est quelque chose où il a un peu rompu avec la tradition japonaise qui est dans les arts martiaux quand même très ancrée dans le côté si tu n'as pas tel niveau, telle expérience, etc., tu n'auras pas accès à tout ça, quoi. Voilà, c'est rideau. Si, dans l'aïkido, beaucoup moins parce que c'est pas aussi traditionnel. Mais en gros, je crois, Nicolas, toi, tu avais vécu ça, c'est-à-dire qu'avant un certain grade, tu n'avais pas Ouais, accès à ouais, certains ouais. katas. Je crois qu'on en parlait, tu me disais, Ryoto, c'est 2 ou 3e dan, Kodashi, c'est pareil, C'est ça, etc., ouais. etc. Et c'était encore très codifié comme ça. Voilà, vous ne voyez pas les katas avant d'avoir validé un certain niveau. Donc,